Salam alaikum, Azul, bonsoir. Bouteflika avait eu beaucoup de chance avec l'inespérée augmentation des prix du baril des années durant, quasiment depuis son accession au pouvoir jusqu'à l'AVC qui allait le terrasser. Et ses frères, qui allaient régner à sa place et derrière son portrait, avec la bénédiction de leurs acolytes militaires, n'auront pas eu moins de veine, puisqu'ils ont trouvé un gros matelas de réserve qui leur a permis de continuer la même politique que leur aîné, arroser tout le monde, corrompre tous les cercles du pouvoir, y compris le haut commandement de l'armée, et surtout le haut commandement de l'armée, et acheter la paix sociale au point où quasiment tout le monde avait trouvé son compte, un temps, soit peu, sauf ces quelques millions de laissés pour compte dont personne ne se souciait et qui étaient trop dispersés, trop faibles, trop démunis, trop conditionnés et trop fliqués pour pouvoir avoir leur mot à dire. La chute brutale et très grave des prix du baril, depuis un certain moment déjà, allait avoir des conséquences que personne n'avait imaginées seulement. Le régime n'avait plus les moyens de ses méthodes. Et sa stupidité intrinsèque, puisqu'il n'était qu'une médiocratie qui ne s'était entourée que de voraces médiocrates, allait l'aveugler au point où il osa l'impensable, présenter le cadre derrière lequel il régnait à un 5e mandat. Ce fut la goutte de trop. Et nous connaissons la suite. La révolution du 22 février allait venir tout bouleverser, tout chambouler. Il se passa ce qui se passa jusqu'à la désignation par la force et une fraude jamais vécue jusque-là de Abdelmajid Tebboune aux charges de président de la République, d'une République qui n'a jamais existé et qui attend toujours de naître. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu la chance de son prédécesseur, ni celle des frères de son prédécesseur, ni celle de ceux qui l'ont fait roi. Et en matière de malchance, il a vraiment été servi. Il est le président le plus mal élu depuis l'indépendance. Il a trouvé les caisses vides et des perspectives très sombres. Les généraux, ses protecteurs, sont entrés en guerre les uns contre les autres, en usant d'extrémités inouïes jusque-là, menaçant d'entraîner tout le pays dans l'inconnu. Les relais habituels du régime qui servaient à fliquer et à conditionner les populations, comme ils disent, sont en train de tomber en ruine, comme le FLN, le RND, l'UJTA et toutes les autres organisations de masse. Les protecteurs étrangers du régime sont dans l'expectative et même dans l'hésitation, si ce n'est dans la défiance, puisqu'ils constatent tous les jours que ce régime sur lequel ils ont toujours compté, investi, pour protéger leurs intérêts, n'est même plus capable de se protéger lui-même. Lui qui jette ses propres généraux, ses propres premiers ministres, ses ministres et des dizaines et des potentats les plus importants en prison. Tebboune aura donc eu droit à toutes les calamités, le pauvre. Et il est très malheureux, Tebboune, d'être aussi malchanceux, lui qui est très superstitieux, comme son prédécesseur Bouteflika par ailleurs, qui passait beaucoup de temps dans les mausolées des pseudo-saints et chez le marabout qui lui avait prédit qu'il sera président.
Et Tebboune, qui croit dur comme fer à la baraka, doit se demander tous les jours ce qu'il a fait au bon Dieu pour hériter d'une telle situation, pour être aussi contesté, puisqu'après un Hirak qui a très fortement rejeté la fraude qu'il a portée à ses charges actuelles, ne voilà-t-il pas que son principal protecteur, celui qui l'a fait président, décède subitement? Puis qu'une guerre des clans s'installe dans la junte, puis que le corona s'abat sur le pays. Encore que, soit dit entre nous, il ne doit pas être très mécontent de la disparition de son très encombrant parrain et de l'arrivée de la pandémie qu'il pensait être une aubaine qu'il allait lui permettre de reprendre la main sur le Hirak. Mais ce n'est pas fini. Voici que le principal moyen de ce régime de pouvoir faire tourner la machine et de faire croire qu'il gère le pays, les hydrocarbures menacent de se déprécier à des prix jamais imaginés dans l'histoire. Une dégradation des prix du baril qui pourrait descendre très en dessous du prix de revient et qui ne laisserait donc pas d'autre choix au régime que de puiser son plus compté dans ses réserves de change, ce qui nécessiterait une austérité très dure qui toucherait la quasi-totalité de la société, y compris les alliés naturels du régime qui le soutenaient jusque-là, et pour cause. Et ainsi, contrairement à tous ses prédécesseurs, jusque-là, Tebboune ne pourra plus acheter la paix sociale, ni continuer de pratiquer la corruption de masse dans un pays qui ne produit presque rien, si ce n'est rien, de ce qu'il consomme. Je ne voudrais pas jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais tous les clignotants sont rouges. Parce que pendant que Tebboune nous affirme très sérieusement qu'il a la conviction que l'épidémie s'éteindra d'elle-même à la fin du mois d'avril, des spécialistes autrement plus sérieux nous avertissent que le contraire peut survenir, que l'épidémie peut exploser et qu'il sera impossible de la stopper avec les très faibles moyens dont dispose le pays. En plus qu'avec l'arrivée de l'été et le clouage au sol de toutes les compagnies aériennes du monde pour cause de Corona, la demande en hydrocarbures va piquer du nez et avec elle les prix du baril, comme je viens de le dire. La crise à venir, qui sera planétaire, va frapper l'Algérie de plein fouet, encore plus que tous les autres pays, puisque notre économie n'a aucune autre alternative que les hydrocarbures. S'il reste un tout petit peu de discernement à ce régime, il doit vite, très vite, admettre qu'il n'a plus le choix, si tant est que résident en son sein des hommes conscients et perspicaces, même s'ils sont mafiocrates. Nous sommes dans une phase extrêmement critique. Et malheureusement pour nous, seul ce régime dispose des leviers qui pourraient nous permettre de freiner l'inéluctable implosion. Soit ce régime entre très vite dans un véritable processus de restitution du pouvoir au peuple, quitte à poser ses conditions et à négocier celles de son départ. Soit, excusez-moi de le dire aussi brutalement, c'est titanique pour tout le pays. Le régime a toujours été atroce, mais s'il n'opte pas très vite pour une vraie solution, alors il nous mènera inéluctablement et irrémédiablement vers une situation d'où nous ne reviendrons plus, ni lui non plus d'ailleurs. C'est maintenant ou jamais.
Algérie entre répression des libertés et crise multidimensionnelle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai avec moi mon confrère Karim Kabir, journaliste depuis Alger. Yahya Bonouar, mon confrère, journaliste depuis Marseille. L'Arbi Zouemia, analyste politique depuis les USA. Et Saleh Dabouz, avocat, défenseur des droits de l'homme depuis Bruxelles. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, Yahya, donc ce fameux amendement du code pénal, où c'est comme s'il n'avait plus que ça à faire, c'est-à-dire que tout va bien, il manquait que ça, où il prévoit des peines très lourdes contre les récalcitrants, contre les criminels, comme ils disent, les ijram, hein. Et surtout, ils mettent le focus sur les réseaux sociaux et sur la presse, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? On est dans la continuité, ils sont toujours dans la gestion sécuritaire. Ils ne font pas de politique, ils font ce qu'ils savent faire depuis toujours, le sécuritaire, le mukhabarat, la répression, la surveillance, ceci et cela. On l'a vu encore hier avec la création de l'agence de coopération internationale, ou je ne sais pas quoi, alors que c'est une succursale des services, c'est une succursale de la DDSE qui est dédiée à la diaspora. Et pourquoi vous dites ça, Yahya Bonouar, précisément? Je vais vous l'expliquer. Cette agence... Parce que c'est Shafiq Mosbah? Oui, on va en dire deux mots. Oui, Shafiq Mosbah, on le connaît depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il écrit et qu'il donne des interviews. Si vous les reprenez calmement et vous relisez maintenant tout ce qu'il dit depuis 20 ans, il a toujours... tout est faux. Il n'a jamais touché le vrai. Alors, je reviens à cette agence. Ils ont décidé, ils ont compris, c'est la réalité, que la diaspora a massivement rejoint le Hirak. Ils ont perdu la bataille de la diaspora. Ils veulent maintenant, avec cette agence, c'est écrit dans le décret de création de cette agence, ils vont essayer de contacter les gens, les cadres qui ont rejoint le Hirak pour les retourner. Au lieu de les appeler « Allô, bonjour, je suis un officier de renseignement », ils diront « Allô, bonjour, je suis agence de coopération ». Voilà, et ils ont mis à sa tête un homme des services parce qu'ils ne pouvaient pas mettre un civil puisqu'il faut quelqu'un qui obéisse et non pas un partenariat. Donc si vous êtes appelé, contacté par cette agence, sachez que ce sont les services de renseignement algériens qui sont derrière. Alors, donc, pardon Yahya, juste... Ce que je veux dire derrière, oui. et c'est ça le plus important, c'est qu'on est toujours dans la gestion mukhabarat et non pas dans la gestion politique. Votre introduction, elle le dit clairement, si on ne se met pas à faire de la politique, le pays va aller, on ne sait pas où. Et ils ne veulent pas faire de politique parce qu'ils ne savent pas faire de politique, et c'est tout à fait normal. Ce sont des officiers de mukhabarat, donc ils font ce qu'ils savent, c'est-à-dire les mukhabarat. Quand il y aura des hommes politiques à la tête de ce pays, ils feront de la politique. Pour l'instant, ceux qui gèrent le pays, ce sont des officiers de renseignement. Alors, Yahya, juste parce que c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire, parce que tout le monde se pose des questions sur la nomination et le retour de Shafiq Mosbah, dont tout le monde sait, enfin tout le monde, beaucoup de gens savent, parce qu'il n'a pas fait d'apparition depuis maintenant pas mal d'années, qu'il était qualifié comme ça d'intellectuel organique du DRS. C'est un véritable intellectuel qui écrivait beaucoup, qui entrait même dans des débats avec des gens et d'autres. Et donc, vous êtes en train de nous dire que tout ça ne cache, ce n'est pas des relations internationales avec d'autres pays ou avec d'autres cercles, c'est uniquement pour avoir la possibilité de faire barre et de pouvoir faire des propositions aux gens du Hirak. C'est écrit dans le décret de création de cette agence. Premièrement, ils le disent clairement. Deuxièmement, ils nomment un ex-colonel du DRS à sa tête. Ça aurait été, soit si c'était du développement ou de la coopération, ils auraient nommé un diplomate ou quelqu'un qui a travaillé dans les ONG, etc. Troisièmement,
Vous avez vu la photo de l'installation qu'il y avait à la réunion de l'installation. Il y avait 3 hommes du service de renseignement et le nouveau DDSE, donc de la sécurité extérieure, il était à la table et sur la photo, il ne s'en cache même pas. Donc notre ami Msbah était conseillé de tout faire, un de ses conseillers, pas le seul. Alors c'est vrai que c'est un intellectuel, mais depuis 20 ans, il ne dit que des bêtises, ou bien il le disait sciemment. C'était de la propagande et de la manipulation. En tout cas, tout ce qu'il dit, et je le suis depuis qu'il écrit et qu'il intervient dans le débat public, il y a même eu une polémique avec notre ami Adel Hawari, etc. Et tout ce qu'il a dit depuis 20 ans est faux. Et aujourd'hui, on ne peut pas donner, dans la logique, leur logique, ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un d'autre à la tête de cette agence qui n'obéirait pas aux ordres, d'où un ancien officier du DRS. Il a près de 70 ans. Ça veut dire quoi? C'est clairement une succursale de la DDSE pour briser la diaspora qui a massivement suivi le Hirak. Je le dis ici à l'antenne officiellement. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est entre répression et gestion sécuritaire par tout moyen, à un moment pareil de crise multidimensionnelle, corona, chute absolument effarante des prix du baril, insécurité, crise économique qui déboule, et il continue donc à n'avoir qu'un seul angle, celui de la répression. Et j'en veux pour preuve que Reporters sans frontières, dans son dernier classement, l'Algérie a rétrogradé à la 146e place, que par ailleurs, 2 députés européens, une Italienne et un Belge, ont interpellé l'Union européenne, d'ailleurs je vais vous faire écouter, au sujet de ces abus, de ces détentions arbitraires, de ces... Écoutez, on va les écouter ensemble. ويجرم الفصل الخامس من المشروع أفعال التمييز وخطاب الكراهية. Hussein, c'est l'Union européenne, l'interpellation des députés européens lus par notre confrère Chaban. Ça ne fait rien. Alors, Yahya Bounouar, c'est cet amendement qui vient donc de tomber du Code pénal, où M. Zermati nous parle, on va l'écouter, où il parle de discrimination, sans autre précision, et de discours de haine, sans autre précision. Puis il revient vers la fin, il met le focus sur les réseaux sociaux, où on comprend ce qu'il cherche et ce qu'il vise, pour nous dire que les les prochains récalcitrants seront condamnés à 10 ans de prison. Et donc, nous allons écouter d'abord Zermati. Parlement européen, question de la députée Andrea Cozzolino et Maria Arena. Figurant parmi les personnalités incarcérées pour avoir participé au mouvement pacifique Hirak. J'aimerais qu'on revienne vers moi un petit instant. Donc, nous allons écouter mon collègue Chaban qui va nous lire ce qu'ont dit ces députés européens à l'Union européenne. Nous nous excusons, ce sont des petits aléas qui peuvent survenir dans le direct. Écoutons d'abord donc ce qu'ont dit les députés européens qui ont interpellé l'Union européenne. Écoutons-les. Parlement européen, question de la députée Andrea Cozzolino et Maria Arena. Figurant parmi les personnalités incarcérées pour avoir participé au mouvement pacifique Hirak, l'opposant Karim Tabou devait sortir de prison le 25 mars dernier. La veille de sa libération, le 24 mars, il a été condamné en appel à 1 an supplémentaire de prison ferme dans des conditions contraires aux droits de la défense dont il bénéficie en vertu des propres lois de son pays et des obligations internationales en Algérie. Ce verdict arbitraire a causé de vives émotions dans le pays et a été dénoncé par ses avocats. Karim Tabou n'est pas sorti de prison. Selon le Comité national pour la libération des détenus, au moins 173 personnes sont toujours en instance de jugement pour avoir participé aux manifestations.
Le 4 avril, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a gracié 5037 prisonniers dont la peine restant à purger était inférieure ou égale à 12 mois. Cette mesure de clémence n'a bénéficié à aucun des détenus du Hirak en attente de jugement. Yahya Bounouar, donc ça klaxonne, ça clignote en rouge de partout. En Algérie, toutes les organisations sérieuses des droits de l'homme, les associations d'avocats, les avocats, à l'étranger, des députés européens. Rappelons que ce n'est pas de l'ingérence. Les députés européens sont les représentants des peuples. Et ce ne sont pas des États, ce sont des représentants des peuples européens. Et donc tout le monde est en train de dire, de crier, de hurler qu'il y a des dépassements très graves, des violations absolument innommables. Et on vient de rajouter une louche, avec cet amendement pour durcir encore davantage les répressions, de fermer le moindre robinet à la presse qu'on invite d'ores et déjà. C'est le ministre de la Presse qui a dit que la presse papier, devrait se préparer dans sa totalité à virer à l'Internet, à ne plus être une presse papier. C'est quoi, Yahya Bounouar? On cherche réellement à étouffer toute voix discordante qui ne va pas dans le sens du régime? C'est hélas, pour l'instant, c'est le choix du régime. Et encore une fois, je vais me répéter, c'est quand un régime, un pays est dirigé non pas par des hommes politiques qui ont une vision, qui ont des convictions, qui peuvent être différentes, opposées, mais qui restent des hommes politiques, mais un pays dirigé par des officiers de renseignement et de mukhabarat, eh bien il fait ce qu'il sait faire, c'est les mukhabarat. Vous pouvez leur raconter ce que vous voulez, vous pouvez leur prédire ce que vous voulez. Les plus grands chercheurs du monde peuvent venir leur dire « attention, c'est comme ça, c'est comme ça ». Ils feront ce qu'ils savent faire, mukhabarat et répression. Donc on ne peut pas demander à des officiers de renseignement de faire de la politique. C'est le drame de ce pays. Ce sont des militaires et parmi eux essentiellement des officiers de renseignement qui gèrent ce pays depuis l'indépendance. Et ça explique pourquoi on en est là. Ils vont continuer. Si les Algériens ne les empêchent pas, ne les chassent pas de manière pacifique pour que des hommes politiques qui ont des projets, qui ont une vision de l'avenir dirigent ce pays, nous allons, comme vous l'avez dit, droit à la catastrophe. Ils ne comprennent rien, c'est même plus la peine de discuter avec eux, et c'est pas possible de discuter avec quelqu'un qui pense que la seule solution qu'il a en face, c'est de mettre en prison les gens. Qu'est-ce qui leur échappe aujourd'hui? 2 ou 3 chaînes dans la vôtre et les réseaux sociaux, c'est ça qui leur échappe. Mais Yahya, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous dites il faut nous défendre. Qu'est-ce que nous pouvons faire en ces temps de corona où ils ont les coups des franches, ils font ce qu'ils veulent? Nous sommes confinés, le peuple algérien est confiné, n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire? En attendant le confinement, beaucoup de choses se font. C'est pas des choses qu'on va raconter à l'antenne. Les gens sont en train de s'organiser. Il faut continuer la conscientisation politique. Ça leur fait très mal. Quand le Hirak a arrêté les manifestations de rue, il a explosé sur les réseaux sociaux. Et depuis qu'il n'y a plus de manifestations de rue, le régime a perdu la bataille des réseaux sociaux. Ben justement, Yahya, pardon de vous interrompre. Justement, Zermat, il dit nous sommes en train de vivre des faits qui manifestement impactent négativement notre société. Nous devons avoir un texte, etc. Et il dit nous constatons sur la toile, les réseaux sociaux, des faits infamants touchant à l'honneur des personnes, etc., etc. Et dans son allocution, il dit sans précision que toute discrimination et un discours de haine peut valoir jusqu'à 10 ans de prison. Donc demain, ils vont avoir les coups des franches pour s'attaquer aux réseaux sociaux et les condamner à de très lourdes peines de prison parce qu'ils considèrent qu'ils ont apporté atteinte à l'honneur des gens ou à la dignité des gens, c'est-à-dire les barons du régime. Il y a déjà des centaines de jeunes du Hirak qui sont en prison pour avoir pris la parole dans une vidéo ou publié quelque chose sur Facebook. Le comité parle de 173, je peux vous dire que c'est beaucoup plus, c'est des centaines. Il y a depuis le début du corona d'autres centaines
qui sont convoqués à la gendarmerie et à la police avec un même discours. Facebook, donc il y a beaucoup de militants qui n'interviennent plus sur le Hirak. Là, ils veulent le codifier dans la loi parce que les réseaux sociaux leur échappent, toutes les chaînes leur appartiennent, tous les journaux sont à leur botte. Il reste que votre chaîne, peut-être une ou deux autres, et Internet qui leur échappe. Ils veulent criminaliser. Là, ce que je suis en train de dire, demain, si je rentre, je vais en prison parce qu'ils vont trouver que c'est ceci ou cela, alors que c'est une autre vérité que la leur. Ils racontent n'importe quoi. Vous avez vu pour les chiffres du corona, c'est quelque chose d'incroyable. Avec l'Égypte, je crois, on est les deux seuls pays, voilà l'exemple, l'Égypte, où on a ce genre de chiffres. Dire que c'est pas possible que ces chiffres soient vrais, eh bien, on va aller en prison. Avoir un autre discours. En tout cas, au bout du compte, il n'y a plus d'opposition. S'opposer au régime, c'est d'une manière ou d'une autre aller en prison. Et donc ils ne pourront pas le faire. Nous sommes plus d'un an après le début de la révolution. Les gens sont confinés, mais la conscientisation politique se poursuit, les échanges se poursuivent, les gens se sont connus pendant un an, ils ne vont pas arrêter de se connaître, ils vont continuer, grâce aux réseaux sociaux notamment, ils vont continuer et on va sortir à un moment ou à un autre de cette crise sanitaire et je peux vous garantir que ça va reprendre de manière encore beaucoup plus massive parce que, y compris ceux qui s'étaient un peu arrêtés, sont en train de vérifier de jour en jour l'incapacité de ce régime. Yahya Bonouar, comment peuvent-ils être aussi suicidaires à un moment où ils devraient chercher des consensus, chercher des concordes, essayer d'établir des passerelles avec des gens pour pouvoir trouver un juste milieu? Eux se mettent à lancer de tels projets de répression encore pire que ceux qu'ils avaient déjà et qui étaient déjà vraiment absolument incroyables, atroces, alors que vous avez vu avec cette histoire d'effondrement des prix du baril, c'est la seule arme de ce régime. Il n'a rien que ça, il n'a rien d'autre. Aucun autre moyen de mener ce pays, si ce n'est la corruption de masse et si ce n'est la paix sociale, qu'ils achètent à n'importe quel prix. Comment vont-ils pouvoir faire maintenant, Yahya, avec cette dégradation absolument historique des prix du baril? La réponse, elle est dans le « ils ». Qui sont-ils? Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui décident de tout, et dans Tebboune se fait l'exécuteur des basses œuvres. Voilà, et donc c'est des gens qui sont malheureusement inaccessibles à ce genre de discours. Ils ne peuvent pas l'entendre, ils sont dans leur bulle, ils ont appris à gérer par la répression, ils ont été formés pour ça. Il y en a qui ont fait des formations 3, 4, 5 ans. Comment piéger un militant, comment le faire rentrer en prison, voilà, c'est leur boulot, du matin au soir. Surveiller les gens, les filer, les écouter, surveiller Facebook, menacer et puis faire rentrer en prison. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez, ils ne sont pas accessibles à ce genre de discours. Et c'est le drame de l'Algérie. Donc eux ne sauveront pas le pays. Si quelqu'un compte sur ces gens, il va droit à la ruine. C'est aux Algériens de sauver le pays. Après le corona, il faut que la révolution reprenne de manière massive et les chasse du pouvoir parce qu'ils ne feront rien. Les Algériens, ou ils sauveront leur pays ou pas. Mais en tout cas, il ne faut pas compter sur eux. Yahya Bonouar, merci. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine émission. Karim Kabir, merci d'être avec nous. Karim, qui est journaliste, qui nous parle depuis Alger. Karim, merci d'être avec nous. Merci, bonjour Djambal et bonjour aux auditeurs et à vos invités. Bonjour. Alors, cette exposition des muscles, ces gens qui sont en train de nous faire les gros yeux, de nous menacer de peine de prison allant jusqu'à 10 ans, mais dans des schémas absolument incompréhensibles. Moi, j'ai essayé d'écouter l'interview qu'a donnée le procureur général à la chaîne 3, je crois. Je n'ai rien compris d'autre que leur principale cible était la presse et les réseaux sociaux. Presse qui était déjà suffisamment muette comme ça et suffisamment collaboratrice. Je ne parle pas bien entendu de toute la presse, vous savez très bien. Et réseaux sociaux qui seront de toutes les façons impossibles à brider
Et donc, M. Zermati, comme à son habitude, qui nous fait les gros yeux, qui menace, qui nous parle de discrimination et de discours de haine, sans autre précision, si ce n'est qu'il fait allusion aux réseaux sociaux et qu'il menace de peine allant jusqu'à 10 ans de prison ferme. Alors, et dans le même moment, des députés européens qui interpellent l'Union européenne au sujet de Karim Kebir, mais pas seulement, des autres détenus qui ont été incarcérés de façon vraiment illégale, en violation de toutes les lois, de tous les principes, de toutes les éthiques, mais pas seulement. Le RSF, Reporters sans frontières, qui dégrade l'Algérie de plusieurs autres places, l'Algérie qui se retrouve à la 146e place en termes de liberté d'expression et de liberté de presse. Karim Kebir, vous qui êtes journaliste, qui êtes sur le terrain, qui êtes à Alger et qui subissez tout ce dont nous sommes en train de parler, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça? Je crois, Jamal, c'est-à-dire au fil des semaines, quand même on constate que le pouvoir décline un peu sa feuille de route. Lui, il ne perd pas de vue c'est-à-dire son objectif principal, c'est de réhabiliter le régime. Et le coronavirus lui a donné une formidable opportunité pour étouffer, à mon avis, pour étouffer définitivement le Hirak. Parce que on voit que quand même depuis quelques semaines, il y a des séquences comme ça qui se déclinent au fur et à mesure, mais dont l'objectif principal, c'est éliminer justement toutes les voix qui portent ou qui participent à animer ce mouvement populaire. Donc ça a commencé par, on l'a vu, par les arrestations, mais ça se poursuit aussi à travers la mise en place de tout un arsenal juridique pour justement s'attaquer essentiellement à l'espace qui leur échappe. Ce sont les réseaux sociaux. Donc je crois actuellement on est dans une ils ont adopté, en tout cas de mon point de vue, un schéma à la chinoise. Donc c'est un peu la méthode chinoise qui est importée. C'est-à-dire c'est pratiquement traquer tous les gens qui peuvent animer ou essayer de porter la voix contradictoire sur les réseaux sociaux. Parce que d'ailleurs ce n'est pas un hasard qu'ils ont couplé le projet de loi d'amendement du Code pénal avec celui qui est sur la discrimination et le discours de la haine. Oui. On se rappelle que dans ce projet de loi qui est publié, en tout cas on avait récupéré la copie le 10 ou le 11 mars dernier, où explicitement dans la loi, il autorise donc l'infiltration par les services de sécurité ou la justice de tous les supports électroniques. Ça veut dire qu'on peut traquer les gens, tous les gens sur les réseaux sociaux, et puis donc de décider, c'est eux-mêmes qui vont décider qui vont arrêter, qu'est-ce qu'ils vont juger, qu'est-ce qui peut porter atteinte soit à la sécurité nationale ou à l'unité nationale. Et ils viennent d'être appuyés par la révision du code pénal, donc pour leur permettre de mieux sanctionner les gens, parce que jusque-là, ils jugent qu'il y avait un vide juridique, donc ils viennent de le compléter par cet amendement du code pénal qui va traquer un peu, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer à travers ce qu'ils appellent, eux, les fake news. Parce qu'en fait, même dans ces fake news, ils ne nous disent pas exactement comment on peut juger qui va décider c'est quoi cette fake news, qui va décréter que telle fake news, par exemple, il peut être attentatoire, soi-disant, à l'ordre public. Il ne nous dit pas quel est le responsable qui peut
par exemple, qui va solliciter le parquet. Donc il y a des zones d'ombre comme ça qui ouvrent la voie à l'arbitraire. Mais en dernier ressort, quand on place aussi, quand on revient au contexte de la mise aux arrêts de certains journalistes, puis le blocage de certains sites, notamment Maghreb Émergent et Radio M, on comprend qu'à terme, on veut éliminer toutes les informations ou tout ce qui ne ressort pas du cadre fixé par le régime. Et justement, Karim, après avoir mis des journalistes en prison, quasiment, hein, comme Khaled Dararni, avoir fermé Maghreb Émergent, Radio 1, Interligne, apprend-on aujourd'hui, après avoir menacé verbalement et directement des journalistes, ils nous l'ont dit, et ils les ont appelés au téléphone pour les menacer. Ils n'avaient pas besoin d'un tel arsenal, puisque la justice leur a toujours obéi, même si ce n'est pas prévu par la loi. J'en veux pour preuve l'arrestation et l'incarcération de Mohamed Tamelt, Rabbi Yerhamou, qui est mort en prison des suites d'une grève de la faim, et nous dit-on, sa famille nous dit, des suites de mauvais traitements, on l'aurait frappé à l'intérieur de la prison, et donc ils n'avaient pas besoin d'un tel arsenal, ils ont l'habitude, ils sont coutumiers du fait. Oui, mais bien sûr. Je crois que c'est aussi ce qui les a dérangés un peu, c'est que ces derniers temps, il y a des informations qui sortent un peu sur les services de renseignement, sur un peu des commentaires et tout ça, qui les a beaucoup dérangés. Donc c'est une autre façon pour eux de contrôler cette information. Et le drame, c'est qu'ils disent qu'ils donnent ces informations en toute transparence. Or, quand vous lisez les communiqués qu'ils donnent, il n'y a aucun détail. Nous ne le savons jamais en vérité pour quelles raisons ils ont été, les responsables ont été changés. Donc, c'est-à-dire, c'est uniquement consommer l'information qui vient exclusivement des centres du pouvoir. D'ailleurs, vous vous rappelez que même la présidence de la République, elle avait déjà, il y a quelques semaines, annoncé que toutes les informations qui ne ressortent pas du porte-parole de la présidence sont considérées comme nulles et non avenues. Donc il y a cette volonté de contrôler en amont toutes les informations qu'ils souhaitent délivrer à l'opinion publique. En dehors de ça, ils ont toute la discrétion de juger que telle information est une fake news, et ce qui ouvre la voie à étouffer tous les gens qui peuvent exprimer ou donner d'autres informations. Karim, ceux qui vont à la soupe mis à part, et les gens qui s'autocensurent, et les gens qui rasent les murs dans notre métier, tous ces gens-là mis à part, quel est l'état d'esprit des journalistes qui n'en démordent pas, qui veulent faire leur travail? Quel est leur état d'esprit? Comment font-ils pour pouvoir faire leur travail malgré tout? Vous savez, Jamal, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on évolue quand même dans un environnement assez très difficile, qui a été aggravé par le corona. Donc, pratiquement la majorité des médias travaillent par télétravail. Donc, il y a un peu, c'est très réduit comme activité, c'est au strict minimum. Mais je vous dis que tout de même, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'il y a toujours des journalistes qui croient quand même à un journalisme professionnel et qui vont toujours essayer de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. Mais nous ne devons pas, par ailleurs, nous faire des illusions, parce que nous ne pouvons pas être libre sans la libération de la société. C'est-à-dire la liberté de la presse dépend essentiellement de la liberté de la société algérienne, de l'émancipation du peuple algérien. Si le peuple ne s'émancipe pas, si le hirak ne se poursuit pas pour faire aboutir les revendications démocratiques, je crois que nous ne devons pas se faire d'illusions sur la presse en général et de la liberté d'expression. Alors, que pensent les journalistes des déclarations du ministre
Moi, je l'appelle ministre de la presse, d'autres l'appellent ministre de la publicité, mais enfin. Quand il dit qu'il n'y a pas de journaliste en prison pour avoir exercé son métier de journaliste, quand il accuse les médias qu'il a fermés d'avoir été financés par l'étranger, quelle est la réaction de nos confrères? Est-ce qu'il y a une véritable solidarité qui est en train de s'installer, de se manifester? Oui, bien sûr, il y a une solidarité, mais pour le moment, elle se fait à travers les réseaux sociaux parce que je vous dis qu'il y a une difficulté quand même d'initier des actions de solidarité sur le terrain. Mais concernant les déclarations du ministre, beaucoup de journalistes en tout cas étaient un peu étonnés venant de la part de M. Belhimar parce que quoi qu'on en dise, Belhimar faisait partie parmi les premiers qui ont mis sur pied le fameux MJA, le mouvement des journalistes algériens après les événements de 88. Donc c'est quelqu'un qui connaît la presse et tout ça. Bon, après, vous connaissez que les gens changent. Donc aujourd'hui, si lui il tente de justifier, je crois que c'est beaucoup plus pour donner un habillage, parce que je pense, à mon avis, que la décision lui échappe. Et c'est toujours le cas. Ce sont des cercles qui décident, qui bloquent, qui prennent des décisions, et le pouvoir civil, en tout cas de façade, se charge de donner, de trouver les artifices, l'habillage pour justifier un peu les blocages ou les entraves. Parce que ce qui s'est passé avec Maghreb Émergent, par exemple, et Radio M, on ne peut pas quand même passer en l'espace de 24 heures d'accuser des financements étrangers avant qu'ensuite on parle parce qu'il y avait un article ou un journaliste... Les 100 jours de malheur de Tebboune, écrit par Qadi Hsen, un article qui a fait un grand boom d'ailleurs. Absolument. Mais dans l'équation, ils ne nous disent pas qui a bloqué est-ce que c'est lui-même qui a bloqué ou c'est un autre cercle qui a bloqué les deux sites? Est-ce que c'est le ministère des Télécoms? Qui a décidé du blocage? Et puis, en règle générale, dans le journalisme, c'est que si ils se sont diffamés, donc il y a la justice, il y a le droit de réponse. Il y a une partie qui est visible qui doit déposer. Oui, mais on est en Algérie, cher ami. On est en Algérie. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que tout de même c'est étonnant venant de la part de M. Belhimar, qui tout de même, et jusque-là, jouissait d'un grand respect auprès de pas mal de confrères. Karim, une dernière question pour vous. Quand M. Belhimar dit, moi ça m'a beaucoup étonné qu'ils le reconnaissent parce que c'est le nœud gordien de la presse algérienne. C'est là où réside tout le gros problème. Il a dit oui, il y a une autocensure dans la presse algérienne, mais c'est à la presse de s'en débarrasser. C'est quoi? C'est un appel à la rébellion? Il veut s'en servir pour demain, quand l'Algérie sera libre, pour dire non, moi j'ai reconnu qu'il y avait l'autocensure, j'ai appelé mes confrères, mes anciens confrères à se révolter, ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas de ma faute. Mais il a reconnu qu'il y a de l'autocensure en Algérie et peu de gens l'ont reconnu, personne ne l'a reconnu venant du régime, qu'il y a l'autocensure et que c'est là la base même du confinement de la presse algérienne au silence ou à la connivence, parfois. Mais ce qu'il ne dit pas justement, c'est qu'il n'explique pas les raisons de cette autocensure. Parce que tout le monde sait que l'autocensure existe. Mais pourquoi elle existe, cette autocensure? S'il y a autocensure, c'est parce que les journalistes ne se sentent pas suffisamment protégés par la loi. Parce que le journaliste est complètement conscient que nous n'avons pas de justice indépendante qui va vous protéger. On a vu comment des journalistes ont été jetés en prison parce que, soi-disant, ils ont diffamé des personnalités et après coup, on retrouve que ces mêmes personnalités se retrouvent en prison pour des raisons de corruption. Donc le journaliste, quand il avait écrit sur ces personnalités, logiquement, il n'avait pas diffamé, il avait dit la vérité.
Donc il n'explique pas exactement pourquoi les journalistes pratiquent l'autocensure. Tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas évoluer dans un contexte qui les protège. Et puis, il y a aussi le côté des patrons de presse. Un journaliste qui écrirait un article vraiment qui mériterait de passer, il sait qu'il ne passera pas. Il y a l'autocensure du journaliste qui s'autocensure parce qu'il sait que son papier ne passera pas ou que son reportage ne passera pas. De toutes les façons, en fin de process. Bon, ça c'est oui, je suis d'accord. Ça c'est un débat parce que aussi, si on ouvre le débat sur la presse, quand même, on peut parler des heures et des heures. C'est-à-dire, il faut le prendre dans sa globalité. Mais bien sûr, il y a des journalistes, comme dans tous les autres secteurs, en tout cas. C'est-à-dire, ils se mettent directement en position de ne pas gêner ni la ligne éditoriale de son journal, ni le pouvoir. Mais bon, ça je pense que c'est un aspect aussi qui est lié à la formation, parce que nous n'avons pas tout de même c'est-à-dire il y a un problème aussi de formation chez les journalistes. Donc, comme ils ont peur dans la vie tous les jours, comme d'autres citoyens. Donc cela se répercute également dans leur travail quotidien. Merci Karim Kabir, au plaisir de vous retrouver. العربي زويمية, merci d'être avec nous. مساء الخير نزل في الله والسلام عليكم. منين راك معنا اليوم سي العربي؟ امريكا، كندا، الاستراليا، لا نوفيل زيلاند. Non, je suis au Canada parce que c'est toujours la frontière est fermée pour les voyages parfois non essentiels ou la semi non essentiels. Donc je me trouve dans la catégorie des voyages médiocres, donc je suis concerné à peu près de ne pas traverser beaucoup, voilà. Jusqu'à ce que ça se termine cette affaire-là. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, l'Arabie Saoudite, nous allons d'abord écouter monsieur le porte-parole de la présidence qui va nous dire des choses, des grands principes. Il ne faut pas attenter aux gens, il ne faut pas insulter. Il oublie seulement, et je vais vous montrer le discours, il oublie qu'un ex-ministre du Commerce est venu insulter les hirakistes. Il les a traités de tous les noms d'oiseaux, dont certains pseudonymes ne peuvent même pas être repris ici. Certains qualificatifs, pardon. Vous vous rappelez, ce ministre qui nous a traités de mercenaires, de traîtres, et de Houaij li'ib n'goulohum, ou de l'ex-chef d'état-major qui a traité les gens de Cherdima, de Murtaziqa, de Khawana. Mais écoutons-le. لما تقول لي أن هناك صحفيين نقرأ في الصحافة هناك صحفيين وهناك سجناء الرأي وكذا، أود بهذه المناسبة أن أذكر بمبدأ أساسي ونختم النقاش حول هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع سيتكرر في كل مرة، لازم نستوعبه مرة للمرة الألف وللأخيرة إن شاء الله، أن هناك تشجيعا كاملا، هذا هو المبدأ، لحرية الصحافة في الجزائر. ما كانش دولة في المنطقة الإفريقية ولا العربية عندها هذا الزخم من وسائل الإعلام، هذا الزخم من القنوات الخاصة، هذا الزخم من المواقع الإلكترونية مثل الجزائر. وكم تشوفوا الناس، خذ الصحافة، ما تشوف لي جريدة واحدة، خذ 150 جريدة 60 شوفوا ايش يكتبوا يوميا، انتقادات وكذا نتحملها، هذه شيء طبيعي. الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر وتحتاج إلى السلطة المضادة أيضا بالمعارضة، وهكذا نسير. إذن هذه يعني حرية الصحافة يعني يشجعها رئيس الجمهورية بكل ما أوتي من قوة، ومن خلال تشجيع التكوين، ومن خلال تشجيع الاحترافية، ومن خلال فتح أبواب المؤسسات لمصادر للصحفيين، ولكن في حدود، ولازم هذا نتفاهموا عليه، في حدود 3 أشياء. حدود القانون، موجود قانون لازم نخدم في إطار القانون، اللي ما عجبوش القانون يروح يغيروا من خلال المسار المعهود، يجي انتخابات برلمانية غدوة، يجيب أغلبية برلمانية ويدخل الحكومة ويغير. أما الآن فيه قانون لازم نحترمه، قانون الإعلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذا قانون مش جديد، صدر في 2012، يعني عنده تقريبا 8 سنوات.
ثانيا احترام الأخلاق. السب هذا يعني في أعراض الناس شكون يقبل به؟ واش يفيد؟ يا سيدي لو كان جا السب والشتم يفيد في بناء الدولة نسبوا الكل. عيب يعني، عيب من الشخص نفسه اللي يعتبر نفسه مثقف وراه بوجه للرأي العام يجي يسب ويشتم. كلنا هنا نعتقد أن السب هو سلاح الضعفاء. لما ما يكونش عندك حجة تروح تسب، والسب الناس كل متعود عليه، وكل إناء ينضح بما فيه. والحاجز الثالث أو العامل الثالث، الشرط الثالث أن هناك يعني احترام الآداب العامة. هذه هي 3 حدود لحرية الصحافة في الجزائر. الآن الناس تتكلم عليهم، فيهم خرجوا عن الحدود ال3 هذه، إما على حدود مجتمعة أو واحد من الحدود هذه، وبالتالي أصبحوا مواطنين عاديين مشمولين بالقانون العام كسائر المواطنين. Alors, l'Arbi Zouemia, il parle, ce monsieur, d'encouragement total à la presse pour la liberté de la presse, qu'il n'y a pas un pays arabe ou africain dans le monde qui ait une telle latitude. Et il parle donc de ces injures, de ces calomnies. Il oublie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont les mêmes membres du régime, les barons du régime, qui passent leur temps à insulter les gens. L'Arbi Zouemia sur ce que vient de dire ce monsieur. Parfois j'ai de la difficulté à commenter un mensonge parce que c'est tout. C'est le mensonge, c'est le pays du mensonge, c'est le gouvernement du mensonge. Maintenant, parler de la liberté de presse en Algérie, bon, de quelle presse exactement il parle? Deuxièmement, l'akhlaq, je ne sais pas, l'akhlaq, je ne sais pas de quel akhlaq. L'akhlaq, les premières akhlaq, on est face à un gouvernement illégitime. Un président nommé et désigné. Fantoche, c'est un président indu occupant. C'est ça la définition première. Et quelqu'un d'indu occupant n'a pas donné des leçons aux gens. Maintenant, essayer un petit peu d'épandre et d'émietter, je ne sais pas, de vulgariser certaines, je ne sais pas, certains épithètes, un épithétisme propre au gouvernement concernant Chetm, je ne sais pas, quel journal il Chetm. Justement, on est face à un gouvernement qui profite de la situation, qui profite du corona, qui profite du malheur des gens pour régler certaines affaires, pour se barricader à travers des lois scélérates, des lois pour se barricader à l'aide de l'arbitraire, voilà, c'est l'expression dire. Et puis donc voilà, c'est ça, on est en train de vivre à peu près un moment, je pense, une conjoncture transitoire à peu près. Les gens sont confinés, le Hira, et c'est pour cela que c'est l'initiative, le mauvais coton est pris en charge par le gouvernement actuel. Mais toutes ces mesures, cet amendement du code pénal par des mesures aussi fortes, jusqu'à 10 ans de prison, 10 ans. Et la qualification de ce qui était un délit qui devient un crime, ijram, et sans autre précision. Il dit discrimination, discours de haine. Et là, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Et ils ne cachent pas, ils le disent clairement, que leur cible, ce sont les rares journalistes qui sont restés libres et surtout les réseaux sociaux qui sont maintenant de plus en plus occupés par ce qu'on appelle le journalisme citoyen, de gens qui font du véritable journalisme à travers les réseaux sociaux. Écoutez, ce gouvernement sait pertinemment que la situation économique et sociale du pays, elle va de pire en pire. Donc c'est une situation calamiteuse, catastrophique. Elle s'annonce déjà les jours qui vont arriver aussi seront probablement terribles. Donc il se barricade à travers
des mesures. Et ces mesures-là, il prend l'initiative. Il prend l'initiative parce que tout simplement, on est face à un gouvernement de dictature, un gouvernement stalinien qui utilise des épithètes, des accusations et des procédés à peu près vermoulus. Donc, il est en train de faire des actions, des lois, des emprisonnements, il fait ça en vue de faire passer certaines mesures, il espère faire passer certaines mesures. Or que, en principe, ce gouvernement ou ce pouvoir illégitime qui croit à peu près avoir la montre, il oublie réellement qu'il n'a pas le temps. Le temps, moi, je suis encore plus optimiste. Le Hirak reviendra avec force. Inch'Allah, troh le corona hadia. On passe le cap et le Hirak s'imposera de nouveau parce que tout simplement, ça sera le moment où ce gouvernement et ce président illégitime qui ne veut pas changer d'ordinaire, qui ne veut pas changer de canevas, qui ne veut pas changer de procédé, ce président recycleur, ce président qui nomme et qui fait des discours chaque jour, qui est devenu vraiment la chambre à écho, ce président-là doit savoir, s'il ne change pas, le Hirak le changera. Ici, les gens, peut-être c'est un gouvernement qui oublie, parce qu'il répète. C'est comme si l'échec lui paraît parfois comme un élément de succès. Il répète à chaque fois. C'est un gouvernement qui ne dit pas la vérité, qui est malhonnête, qui est méchant de nature, parce que, imaginez, j'ai fouillé dans toute la planète, je connais à peu près la justice, la procédure, je connais la procédure américaine et canadienne, en matière criminelle ou civile. Vous imaginez, ça n'existe nulle part. Vous imaginez quelqu'un qui va sortir de 26, Karim Tabou, ça c'est hallucinant, il va sortir de 26, donc il y a eu un appel, et la programmation de l'audience, c'est 4 jours après l'appel. Du jamais vu. Même la constitution du dossier, elle repose sur le jugement de l'instance, de ce qu'on appelle du tribunal de première instance. Même le document n'existe pas. Déjà, même en matière de délai, parce que les avocats doivent connaître exactement les arguments de l'appel. Et l'appel généralement, c'est en fonction du jugement. S'il y a un défaut dans l'application de la règle de droit. C'est ce qu'on appelle cette causalité qu'il faut démontrer qu'il n'y avait pas réellement dans la sanction de Tabou et que Tabou a fait quelque chose de plus grave et qu'il a été sanctionné contrairement à la règle de droit. Or, c'est un état voyou, c'est un état mihchmouj. Mais l'Arbi Zouémia, pour apporter de l'eau à votre moulin, avant ça, Karim Tabou avait été libéré par un juge, ou une juge, je crois. Quelques heures après, Gaïd Salah appelle le ministre de la Justice et Karim Tabou est remis en prison et la juge qui l'a libéré, ou le juge, je ne me rappelle plus, a été muté dans un endroit absolument incroyable. Mais au sujet de cette affaire, nous allons écouter notre ami Chaben qui nous lit ce qu'ont dit des représentants des peuples européens au sujet de cette affaire, où ils interpellent l'Union européenne sur cette affaire. Écoutons-les. Parlement européen, question de la députée Andrea Cozzolino et Maria Arena. Figurant parmi les personnalités incarcérées pour avoir participé au mouvement pacifique Hirak, l'opposant Karim Tabou devait sortir de prison le 25 mars dernier. La veille de sa libération, le 24 mars, il a été condamné en appel à 1 an supplémentaire de prison ferme dans des conditions contraires aux droits de la défense dont il bénéficie en vertu des propres lois de son pays et des obligations internationales en Algérie. Ce verdict arbitraire a causé de vives émotions dans le pays et a été dénoncé par ses avocats. Karim Tabou n'est pas sorti de prison. Selon le Comité national pour la libération des détenus, au moins 173 personnes sont toujours en instance de jugement pour avoir participé aux manifestations. Le 4 avril, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a gracié 5037 prisonniers dont la peine restant à purger était inférieure ou égale à 12 mois. Cette mesure de clémence n'a bénéficié à aucun des détenus du Hirak en attente de jugement. Certaines voix autorisées, je mets autorisées entre guillemets, ont parlé d'ingérence, là aussi.
Écoutez, cette affaire d'ingérence-là, c'est un pays qui a signé, et c'est un principe universel des droits de l'homme. Il n'a qu'à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne. C'est tout. Mais maintenant, priver les gens, priver des députés de n'importe quel pays, ils ont le droit, c'est universel. Le principe des droits de l'homme est universel. Et universel. Et il a signé le problème, il a signé. Il fait partie de la planète, il est où ce pays-là? Il fait partie du monde. C'est justement cette chansonnette, ces cancans farcis, je ne sais pas, de médisance. L'armée Zouémia, ce régime est en train de faire feu de tout bois. Il se sert du corona au lieu de combattre le corona, alors qu'il le combat très mal, qu'il ne dispose même pas du centième des moyens qu'il devrait avoir. Un secteur sanitaire complètement naufragé. Et à Dieu ne plaise, si jamais l'épidémie se propage, ça va être une catastrophe. Au lieu de s'occuper de ça, on dirait qu'il profite de cette aubaine du corona pour faire tout ce qu'il peut, parce qu'il sait que les gens sont chez eux et qu'ils ne peuvent pas sortir dans la rue. Oui. J'aimerais bien juste, si vous permettez, si j'aimerais, saluer le journaliste qui était avec vous. Karim Kabir et Yahya Bounouar. Je salue le premier, ici Benouar aussi, je les salue tous les deux, mais justement pour parler du ministre de la Communication et les évaluations comme un homme. Non, jamais de la. Non. Aux États-Unis, on dit parfois junk patriots, ce qu'on appelle les patriotes de la pacotille. D'accord. Parce que la Cour aussi a besoin, comme vous avez dit déjà de Mosbah, je suis un Mosbah intellectuel, la Cour aussi a besoin de bons chanteurs et de bons poètes, certainement. Mais c'est les poètes de la Cour. Ils sont juste dans le promenoir du régime. Ils sont là, ils sont à côté. Je vous rappelle qu'un incident en 1986, en novembre 1986. Et je connais ce monsieur, quoi, je n'ai pas son âge, mais je connais ce monsieur-là parce que j'avais un frère qui était son année. Il était dans le clan de Khomri. Mon frère était emprisonné, ils étaient de la gauche. Ils étaient emprisonnés. Ces gens-là et quelques-uns d'autres individus sont éclipsés. C'est les opportunistes de gauche qui passèrent leur temps à colporter l'akhbar, le parti du FLN. Il se situe justement dans l'interface. Ce monsieur, je le connais. Déjà, je le connais parce que il a fait un livre sur la révolution agraire. Donc, ça ne m'étonne pas. Maintenant qu'il a, je ne sais pas, qu'il a fait des articles au soir d'Algérie ou qu'il a des relations, je ne sais pas, je ne connais pas, mais tout simplement, je me rappelle ce monsieur. Comme l'autre aussi de la sécurité militaire qui nous a présenté, n'oubliez pas, qui nous a présenté, comment il s'appelle? Allô? Ah, on vous entend, l'Arabie Zouémia. Qui nous a présenté le général Tawfiq, les positivités du général Tawfiq. Le général Tawfiq, le questeur de Ta'adzaïr, celui qui a créé le riche et le pauvre, 1 million de personnes. C'est lui qui a ramené Bouteflika avec sa troupe. Il nous a présenté les positivités donc pour nous, il faut continuer, il faut pas casser le débat entre les Algériens. Il faut essayer toujours, c'est ça, on fait des expériences nouvelles. Parce que la démocratie ou changer le régime, c'est pas un bon de commande, c'est pas aussi le travail d'un menuisier. Justement, on fait des expériences chaque jour, parce que nous les faisons seuls. Nous n'avons pas de référence dans le monde. Ce qui se passe chez nous est unique et insolite. Donc c'est pour cela qu'on essaie toujours de pousser vers l'avant, d'aller de l'avant, pour que le débat continue entre les Algériens. De toute assiette, de toute chapelle, il n'y a aucun problème, parce qu'on ne peut pas construire un État, même si nous avons des différences, des appréciations sur certains problèmes d'ordre national ou d'ordre international, mais nationaux et internationaux. Mais tout simplement, moi, personnellement, ma fixation, c'est le retour du Hirak. C'est à ce moment, le jour où Corona disparaît, et le retour du Hirak pour en finir sérieusement et d'une manière organisée, ordonnée. Comment le préparer, l'Arabie Zouémia, vous qui êtes un des militants, un des activistes
de ce Hirak. Comment préparer ce retour du Hirak? Comment commencer à s'organiser? Comment aider le journalisme citoyen à pouvoir informer et toutes les autres possibilités qu'il faut mettre maintenant en évidence pour que les gens s'organisent, justement? Écoutez, si Ben Chenouf, parfois, on essaie de quantifier le malheur, on essaie de quantifier même la mort des gens, leur souffrance. Il y a des gens qui sont exilés, qui ne peuvent pas rentrer. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, torturés, évincés, chassés. Et vous avez des exemples actuellement en prison. Il y a des familles qui vivent chaque jour que Dieu fait le malheur, l'injustice, sentir l'injustice, parfois c'est terrible, surtout entre Katamir. Si quelqu'un a fait quelque chose, d'accord, mais ce pouvoir-là criminel, et je le dis, c'est le qualificatif qu'il lui faut, un Dieu occupant, il est envahisseur, parachuté et fantoche. Ce pouvoir-là fait du mal. Et depuis une année, maintenant, qu'il se recycle, il a cette capacité de se recycler. Et on a vu des gens qui se prenaient pour des démocrates et des patriotes alors qu'ils décidaient du prix de poisson. Et c'est pour cela que notre discipline première, ne pas imiter le débat, ne pas l'étaler. Le problème de l'heure, c'est que justement, on quantifie chaque jour la souffrance des gens pour en finir avec ces gens. On peut le faire d'une manière organisée, que les gens soient ouverts au débat, que ça se discute d'une manière sereine. Les gens, il y a beaucoup de gens patriotes, il y a beaucoup d'Algériens qui aiment leur pays, il y a beaucoup de gens qui veulent du bien, de tous les courants, il n'y a aucun problème. Parce que le président Adams a dit à un moment donné, ce n'était pas une question d'idéologie, de politique, c'est une question de probité intellectuelle. C'est une question justement de droiture. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire un effort, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça change. Ce pouvoir-là, il est là, il est en vacances, certes, mais ces vacances font du mal à des gens, à des humains. Il y a une humanité en Algérie qui est prise en otage, qui est torturée quotidiennement, alors peut-être, je ne sais pas, on doit faire notre révision aussi, notre bilan, réviser, il n'y a aucun problème, c'est une question, c'est une expérience. S'il y a des choses qui ont été faites d'une manière incorrecte, on rectifie, mais il y a un malheur qu'il faut le stopper, quel que soit X. Merci. Et quel que soit le prix, on doit être encore plus engagé pour en finir avec ces individus occupants. Merci Larbi Zouemia, au plaisir de vous retrouver. Je confirme en effet que ce régime a des otages et au sujet des journalistes dont il nie la présence dans ces prisons, je ne voudrais rappeler que 3 parmi eux, très connus en Algérie, que tout le monde connaît, Soufiane Marrakchi, Khaled Drarni et notre confrère de Maghrébia, Abd Samih Abdelhaï. Avec nous, Saleh Dabouz, avocat, défenseur des droits de l'homme, lui-même contraint de s'expatrier, de s'exiler, qui n'est plus dans son pays, à qui on a fait subir des souffrances indicibles. Tout le monde le sait, on lui a fait tout subir. Hein. On l'a poussé à quitter, lui qui était président d'une Ligue des droits de l'homme, la plus connue en Algérie, lui qui était avocat installé, très respecté, très connu, on l'a contraint à prendre les routes amères de l'exil. Saleh Dabouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Je vous salue. Je salue les téléspectateurs et vos invités. Merci, Saleh Dabouz. Alors, au sujet de ces derniers développements, ce régime qui, au lieu de s'occuper de combattre la pandémie, de prendre les mesures qui s'imposent, à plus forte raison qu'il manque cruellement de moyens, et pour cause, parce qu'il n'a rien fait pour le secteur de la santé, qu'il a complètement ravagé au point où le secteur de la santé d'aujourd'hui est moins bien loti que celui d'après l'indépendance, juste en 62. Alors, beaucoup de médecins disent que le secteur de la santé actuel est moins bon que celui de 1962, pour vous dire. Alors, au lieu de s'occuper de réparer ces erreurs et de soigner les gens et de les protéger, de prendre toute disposition, il profite de l'aubaine de la pandémie
pour continuer sa répression, pour la renforcer, pour jeter des gens en prison, pour faire un amendement du droit pénal qui pousse les sanctions jusqu'à 10 ans de prison, qui transforme un délit en crime, qui parle de discours de haine sans autre précision, qui parle de discrimination sans autre précision, et qui s'apprête donc à tomber à bras raccourcis, tout le monde l'aura compris, sur la presse et sur les réseaux sociaux. Salah Dabbous. Alors, il faut savoir tout d'abord que le régime ne peut rien faire, même s'il voulait faire quelque chose. On ne peut pas s'attendre de la part de ce régime à prendre en charge la population et à combattre le coronavirus, qui est un cas urgent, ou à prendre en charge n'importe quel autre problème qui peut être urgent, mais qui ne peut pas apparaître urgent. Le coronavirus, c'est parce que c'est le monde entier qui prend en charge, enfin, c'est le monde entier qui est intéressé, qui est touché par cette pandémie. Alors, il n'y a qu'en Algérie que toutes les autorités, et je dis bien toutes les autorités, parce qu'il y a des autorités officielles, il y a des autorités dans certaines régions qui ne sont pas officielles mais qui sont là pour agir, elles profitent de ce coronavirus, de ce phénomène, pour renforcer sa prise d'autorité, d'otage sur la société. Et nous avons vu des discours autoritaires menaçants. C'est seulement les autorités algériennes qui disent, si vous vous souvenez du discours de Tebboune, il avait dit, si la prochaine fois je vais donner des directives, si jamais on trouve quelqu'un en dehors du couvre-feu dehors, on le met directement en prison. Et sa voiture sera, s'il est véhiculé, saisie, mise à la fourrière. Oui. Alors, pas à la fourrière, saisie. Les véhicules et les motos qui seront pris en train de circuler seront saisis. Il n'a pas dit mis à la fourrière. Alors, donc, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui seront pris comme ça. Le Tebboune ne s'inquiète même pas de savoir s'ils sont malades ou pas. Et s'ils sont malades, quand il les met en prison, ils vont contaminer toute la population carcérale. Donc, vous voyez, la façon d'agir, c'est la sanction, c'est la répression. Et c'est exactement la méthode appliquée par le système colonial contre les Algériens, c'est-à-dire contre la population autochtone. Alors donc, ils appliquent, pour eux, moi j'imagine, je pense que le régime, il a vu comment l'autorité coloniale agissait contre la population autochtone, et ils sont convaincus que c'est ça ce qu'on appelle gouverner. Et ils essayent par tous les moyens d'appliquer ça aux Algériens. Et ça, c'est faux. Donc maintenant, la question, c'est quoi? Le Hirak, pour moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites sur le plateau, avec des invités, il va reprendre. Parce que le Hirak, pour reprendre, il faut qu'il s'arrête. Or, moi, je considère que le Hirak ne s'est pas arrêté, il est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est parce que les réseaux sociaux sont très actifs que ce pouvoir, pour la première fois, a fait appel à ces spécialistes pour pondre des lois. Et je pense que les réseaux sociaux ont fait beaucoup plus mal que quand on marchait sur les rues d'Alger pour crier ce qu'on devait crier, parce que je pense que quand on sortait, le pouvoir pensait, il a un peu raison sur ça, c'était une occasion pour dégager la colère. Il attendait que cette colère ne s'estompe un petit peu. Bon, effectivement, moi j'ai fait 29 marches avant de sortir de l'Algérie. Il y avait un peu de tas. Il y avait des gens qui étaient satisfaits d'avoir crié. Mais quand ils nous ont... Enfin, ce n'est pas eux. Quand il y a eu ce coronavirus et qu'on soit obligé de rester chez nous, cette colère est revenue.
Et elle est revenue et elle est ressortie sur les réseaux sociaux, mais elle est sortie d'une façon très très pertinente. Ce n'était pas dans le désordre, mais c'était vraiment très bien ciblé. Les gens commencent à traiter du fond du problème. N'importe quel geste du pouvoir, il est tout de suite saisi, interprété, commenté, expliqué, et des gens qui se rappellent de certaines choses, etc. Donc ça a fait très 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 mal, au point où ils étaient obligés de mettre des généraux en prison. Quelques commentaires de ça ont suffi pour faire réagir ce pouvoir à travers l'organe officiel de l'armée, qui est le JICH, pour dire n'importe quoi. Même les termes sont très mal choisis. Justement, Salah Dabouz, puisque vous m'y amenez, et je vous laisserai poursuivre, ce communiqué de la Défense nationale qui dit non, c'est que n'importe quoi, c'est des mensonges, on n'a pas mis des gens en prison, il n'y a pas de généraux en prison, alors que tout le monde le sait, alors qu'il y a des journaux qui l'ont publié et qu'il n'y a pas eu de démenti. Et ils disent encore mieux, ils disent que nous communiquerons plus tard à ce sujet, alors qu'en principe, puisqu'ils disent que c'est Tebboune qui est le président, que ce n'est pas la junte, que ce n'est pas l'armée. Pourquoi est-ce que c'est l'armée qui communique sur ce sujet? Et pourquoi c'est l'armée qui nous dit « je communiquerai plus tard sur ce sujet » alors que ceci relève de la prérogative très intime du président de la République, chef des armées, nous dit-on? Alors, il y a deux aspects. Premièrement, il y a des choses très, très, je vais dire, qui ne sont pas claires, qui se passent à l'intérieur de l'institution militaire. Moi, le jour où Gaïd Saleh est mort, une demi-heure après, j'ai fait un post et j'ai dit « je conseille aux responsables de pratiquer une autopsie pour savoir s'il est mort de mort naturelle ». J'ai reçu une attaque, vraiment, j'ai dû bloquer une centaine de personnes qui m'attaquaient violemment. Ça m'a prouvé qu'il y avait quelque chose. Oui. Ensuite, il y a eu l'arrestation de comment il s'appelle, Bouazza. Oui, voici Mais il faut savoir que, alors, il a été relevé de ses fonctions. Après, il y a eu une rumeur qui disait qu'il est en fuite parce qu'il n'était ni dans son bureau ni chez lui. Et après, ils avaient découvert qu'il était au centre Antar, à Ben Aknoun. Là où il faisait lui-même enfermé déjà, il faut le dire. Oui. Et puis il y avait quelqu'un qui rapportait sur sa page sur Internet, quelqu'un qui est très au courant, apparaît-il, de ce qui se passe dans les seringues. Il a même dit qu'il y avait une fusillade ce soir-là et qu'il y aurait eu des morts. Le lendemain, il a dit « je ne suis pas sûr qu'il y a eu des morts, mais il y aurait eu au moins des blessés ». Il semble que non. Il semble, selon des sources très crédibles, que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il a été arrêté. Il aurait été un peu brutalisé, malmené, mais sans plus. En tout cas, il y a une personne qui a publié des informations sur son site disant qu'il y a eu des coups de feu. Et moi, je trouve ça normal. Pourquoi? Parce que si Wassini Bouazza devait être arrêté normalement, qu'est-ce qu'il faisait au centre Ben Antar? Enfin, Antar. Qu'est-ce qu'il faisait dans le centre Antar si ce n'était pas pour se réfugier? Ce n'est pas son endroit de travail, ni son domicile. Mais bref, ça peut être vrai, comme ça peut être faux, mais il n'y a aucune source qui peut éclairer l'opinion.
Mais ce communiqué de l'armée, Salah Debbouz, ce communiqué, très maladroit. Très maladroit. Il n'aurait pas dû le faire, tout simplement. Ou alors le faire signer par la présidence, comme ils ont l'habitude. Il le rédige et l'envoie à Tebboune le signer. Je vais arriver au communiqué, juste pour dire qu'il y a des faits. Et ces faits, certaines parties de ces faits sont indiscutables. Bouazza a été relevé de ses fonctions. Oui. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et il est à Blida, il est en prison. Il est en prison. Il est arrêté, il a été arrêté. Il n'y a pas à discuter de ça. Et il a été entendu par un juge d'instruction, il a été incarcéré. Oui. Maintenant, si on remonte un peu dans l'histoire, en 1957, comment il s'appelle, Abban Ramdan a été étranglé par Bossouf et ses compagnons avec qui un fil de fer. Il a été enterré dans un endroit que personne ne connaît, et le Moujahid, qui est l'organe officiel, avait écrit que Abban Ramdan était tombé sur le champ d'honneur. Plus tard, en 1979, Boumediene était malade. Il a été transféré à Moscou dans un état très grave, et la télévision algérienne l'avait montré, reçu par les responsables russes, et ils avaient donné comme information en visite officielle, en montrant des images de l'année passée ou de l'année d'avant. Oui. Donc ce régime, il est capable lui-même de commettre un crime, sachant que Boumediene est mort dans des conditions très mystérieuses. Oui. Moi, je pense qu'il pouvait s'agir d'une liquidation. Alors ce régime, il peut liquider son chef et informer que tout va bien. Alors ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous dire la vérité. Maintenant que le communiqué sort de l'armée ou de Tebboune, pour moi c'est pareil. Sauf que dans ce communiqué de l'armée, ils insultent. Ils disent que ce que vous disent les autres n'est pas vrai, mais ils ne citent aucun nom. Ils ne disent pas que tel et tel et tel et tel officier dont des rumeurs circulent qu'ils ont été arrêtés ne sont pas arrêtés. Ils sont toujours en place, ou alors ils ont été mis à la retraite, ou alors ils ont été appelés à d'autres fonctions. Ce n'est pas vrai ce que vous entendez. La vérité, c'est ça. Non, merci. Il ne dit pas du tout ça. Il dit que il y a des rumeurs. Voilà, on le dit déjà comme ça. Voilà, merci Salah Debbouz. Désolé de vous interrompre, nous avons un peu débordé sur le temps de l'émission. Merci à Salah Debbouz, merci à l'Arbi Zoumiya, merci à Yahya Bonouar, merci à Karim Kabir. Juste au sujet de cette autopsie dont nous parlait Maître Salah Debbouz, de Gaïd Salah, beaucoup de gens se sont en effet posé la question, ils se sont dit en des temps aussi troubles, n'importe quel État normalement constitué, même s'ils sont absolument certains qu'il est réellement décédé des suites d'une crise cardiaque, aurait exigé d'une autopsie, et une autopsie pas par des médecins militaires, des médecins honorables, connus dans le pays, et même, quand je dis honorables, ça ne veut pas dire que les médecins militaires ne sont pas honorables, je veux dire qu'ils n'obéissent pas aux ordres, quitte à les ramener de l'étranger. Pourquoi ? Pour dire, voilà, si nous l'avions tué, nous n'aurions pas ordonné une autopsie. Or, ils ont fait le contraire. À une demande d'autopsie qui avait été émise, ils ont dit non, on ne fait pas d'autopsie. Donc, ce qui amène de l'eau au moulin de Salah Debbouz, que cette mort du chef d'état-major reste très suspecte. Mais que les autopsies sont toujours possibles post-mortem, puisqu'il n'y a pas d'incinération dans notre pays. Merci à tout le monde, merci à vous de nous avoir suivis. Slama, confinement, Prof Diarna, ça ne nous empêche pas de nous organiser, de nous contacter les uns des autres. À ceux qui sont dans les réseaux sociaux,
J'espère qu'ils auront la capacité de s'organiser en journalistes citoyens pour pallier à cette absence, à cette carence de journalistes qui sont dans la profession et qui malheureusement, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas informer honnêtement et de façon intègre. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, bislama.